bienvenue à Polysécure. Cet épisode, je suis avec Vincent. Salut! Et on va en profiter pour faire une espèce de récap plus ou moins informel de l'année 2020 qui était quand même assez particulière dans son ensemble. Autant pour nous qui a été propulsés en télétravail massif, confinement, changement, brassage au niveau politique américain, brassage au niveau de tout ce qui s'est passé à travers ça. Et ça a été aussi une année qui était forte en émotion au niveau de la sécurité. Comme à chaque année, on dit qu'on a connu les pires hacks ever, puis il n'y aurait jamais rien de pire que ça qui pourrait nous arriver. Fait qu'on est encore une année où on a eu les pires hacks ever, puis qu'il n'y a rien de pire pourrait nous arriver. Puis on a d'ailleurs closé l'année avec un pire hack ever. Donc, c'est très intéressant. On a beaucoup de rebondissements. On va aborder la première idée que je vais lancer, principalement ce qui a fait l'état de la nation au niveau de la sécurité principalement, puis beaucoup plus au Québec. C'est les fuites de données dans lesquelles on a vu énormément, beaucoup de pannes informatiques-ish, fuites, rançongiciels. Les dernières qu'on a connues, c'est Beneva, Promutuel, plusieurs organismes gouvernementaux, la STM. Là, j'imagine, là, j'oublie parce que la mémoire étant scalée, il devait en avoir aussi en début d'année, mais c'est ceux qui sont les plus récents qui l'ont été. C'est une accélération massive. Toi, Vincent, constates-tu des... Non, j'ai la même périphérie que toi au niveau de ce qui s'est produit en 2020 qui était plutôt marquant, là. Puis si je me trompe pas, STM, je pense qu'STM se sont fait avoir un peu à rebond pendant le rétablissement de ces services. Malheureusement, il devait rester des points faibles là, qui n'étaient pas détectés, qui n'étaient pas corrigés. Là. Ils l'ont eu dur, la STM, cette année, là, quand ils se sont fait pirater. Ben, je dirais qu'ils l'ont pas mal tous eu dur. Là. On peut pas dire qu'eux plus que les autres. Là. Si on regarde que Beneva a été, je crois, une semaine arrêté à cause de leurs problèmes. Certains autres, la STM aussi, ça a été massif. Promutuel, ça a été massif. C'est seulement ceux que je me souviens, parce que la mémoire étant ce qu'elle est. Ce qui s'est passé en début d'année ne me rappelle plus, mais il y a sûrement eu des cas similaires, des MO qui ont été affectés au fédéral, la même chose. Il y a eu dernièrement, en fin de l'année, Air Canada, entre autres, qui a été nommé dans les nouvelles. Il y en a plusieurs, beaucoup de fuites ou d'indisponibilité, puis c'est assez imposant. Pour être du côté défensif, oui, Vincent? Il y a aussi dans les dernières semaines l'aéroport de Vancouver là, qui a subi justement des pannes, des arrêts de service dans la grande masse d'attaques qu'il y a eu, notamment aux États-Unis à la mi-décembre. Le Canada n'a pas été épargné pendant cette période-là. Pour ne nommer que ceux qu'on vient de nommer, là, c'est ceux qui sont les plus ceux qui ont été rapides sur la divulgation, mais quand on parle d'un aéroport pas de service, on peut pas cacher ça bien longtemps. Même si on est en temps de pandémie, il y a des aéroports qui tournent. Faut pas oublier ça, là. Les voyages, il y a des voyages qui se passent encore. Puis là, je parle pas de vacances, là. Il y a pas juste pas juste les vacanciers qui prennent l'avion, là. Il y a des gens d'affaires aussi, là, qui ont besoin dans le cadre de leur travail. Puis oui, continue, vas-y, côté défensif. Côté défensif, pour les clients pour qui je travaille, on a connu effectivement un changement de paradigme important au niveau des attaquants qui était, je dirais, moins professionnels qu'ils le sont maintenant, où ils n'utilisaient pas leurs outils professionnels pour des attaques aussi massives que ça. Donc, on va clairement un changement de façon de faire, d'approche. Ils sont rendus plus méchants, là, mais vraiment méchants. Avant, ils étaient pas méchants, mais ils étaient un peu plus désinvoltes dans leur méchanceté, disons. Là, ils le sont moins. Là, ils arrivent, ils volent, ils cassent tout, puis ils s'en vont. Fait que c'est vraiment changé. Puis c'est pour ça que, comme le cas d'un STM, qui est probablement un cas d'un Ryuk standard, là, ils sont arrivés sur quelqu'un qui est rentré par un chose de phishing qui sont de plus en plus sophistiqués, qui est rentré puis là qui a tout défoncé la baraque après. Puis c'est assez terrible parce que ceux qui ont dormi un peu, qui voulaient économiser un peu d'argent, la sécurité c'est pas si pire, c'est pas grave,
Maintenant, tous ces gens-là le payent chèrement parce que là, ils font les médias, font les nouvelles, perdent de l'argent, perdent de confiance. C'est assez massif, ça. Pour ce genre de choses-là, ça a occupé. Moi, ça m'a occupé professionnellement parlant d'avoir à colmater certains problèmes comme ça, faire de la gestion d'incidents à la volée pour des clients qui en ont besoin. Mais c'est massif, ça change la dynamique, ça change vraiment la donne pour beaucoup de choses. Puis si on regarde un peu comme dans le cas de Beneva, ce qui est très malheureux parce que ça correspond au lancement de leur nouvelle marque. Puis ça fait du bruit, mais pas du bruit positif, du bruit négatif face à leur nouvelle marque. Puis certaines personnes prétendent qu'il y aurait eu une faiblesse exposée dans les différents sites Internet. Est-ce que celle-ci est la cause même du problème? J'en ai aucune idée. Mais si on prend pour acquis que oui, c'est le cas, c'est que maintenant les malveillants n'attendent qu'une seule petite brèche dans l'ensemble de l'infrastructure pour y rentrer. Un peu comme l'eau qui s'infiltre, puis finalement, ça fait un dégât massif. C'est pour continuer dans ton aspect défensif, je vais y aller, je vais prendre un autre angle. Il y a des compagnies spécialisées justement en sécurité informatique qui ont également été victimes en 2020. Si on pense à, si je me trompe pas, Fortinet, qui s'est fait voler justement 50 millions d'authentifiants sur différents équipements leur appartenant et ceux qui louent à différentes entités pour pouvoir s'authentifier là, en mode VPN. La fuite serait possiblement, elle aurait été faite possiblement de l'interne là, de ce qui a été dit directement chez Fortinet. Quel bureau, ça c'est pas mentionné. Mais même nos chiens de garde à qui on peut acheter des services ou louer des services de sécurité, qui sont très bons en passant, là, ils sont pas en affaires pour le plaisir, là. Mais même nos chiens de garde ont réussi justement à se faire avoir là, avec une fuite. Alors, c'est à prendre au sérieux. La sécurité, là, je dis pas de pas faire affaire avec eux autres. Là. Faites affaire avec eux autres. C'est le contraire que je dis. Là. Faites affaire avec leur expertise. Là. Ouais, mais c'est ça. Puis il faut pas mélanger les deux parce que dans cette vague-là, dans cette chose-là, celle-là, je suis un peu moins familier parce que je l'ai pas étudié beaucoup, celle de Fortinet. Mais ça, en même temps, ces attaques-là sont pas les mêmes attaques qu'on voit quand on fait tomber la STM, qui étaient des attaques, donc, on dirait, plus généralistes, qui sont plus c'est ce qu'on voit généralement. Dans le cas de Fortinet, j'ai l'impression, comme un peu dans le cas de SolarWinds, FireEye et ainsi de suite, ça devient des gens très spécialisés et très de haut niveau qui s'attaquent à ces firmes-là. Ça a été ça aussi de 2020. Là, on finit d'ailleurs avec le hack spectaculaire de SolarWinds, où lequel supposément les Russes auraient réussi à planter. Quelqu'un a réussi à planter, là, on suppose juste que c'est les Russes, à planter un code malveillant dans une mise à jour d'un logiciel légitime qui est déployé à, je pense, c'est 18 000 clients différents. Qui fait que tu as 18 000 compagnies qui se retrouvent avec un code qui lui semble légitime, avec un logiciel qui est quand même intéressant. Dire, s'il y a 18 000 clients qui l'utilisent, puis les grands Fortune 500 l'utilisent parce que il est utile, il sert à faire quelque chose. Puis le problème, c'est que là, eux autres ils ont servi de courroie de transmission pour un acteur malveillant qui, à ce stade-ci, on présume qu'il y a des intentions plus de type espionnage que des intentions de type là, belliqueuse, de vouloir mettre les réseaux à terre. Fait que là, c'est à savoir, est-ce que c'est juste, là, on est tous en émotion parce que on s'est fait faire ce que les Américains font régulièrement dans les autres pays. C'est peut-être ça la situation, mais il demeure qu'on est dans un monde de surveillance, puis c'est là où c'est arrivé que les Américains ont commencé à divulguer davantage publiquement qu'ils installaient des sondes dans des réseaux ennemis. Donc, on suppose ici la Chine et la Russie sont probablement les réseaux ennemis numéro 1, dans lesquels eux-mêmes font ce genre de manœuvre-là.
mais on n'entend pas de grands médias russes ou chinois déchirer leur chemise comme nous, on a déchiré notre chemise quand que ça nous est arrivé de notre côté. Fait. Il y a comme une dichotomie importante dans ces affaires-là. Fait que c'est intéressant de voir comment ça va se faire. Moi, je suis pas outré, là. Je trouve ça hot ce qu'on a réussi à mettre en œuvre. Là. Je trouve ça un peu décevant qu'on n'était pas mieux organisé et mieux préparé. Là. Ouais, mais non, je vais faire attention à ce que je vais dire aussi. Notre culture, on n'est pas une culture d'espions. On n'est pas une culture de marchands d'informations. Contrairement aux pays, aux vieux pays, je vais les appeler comme ça. Les pays qui ont beaucoup plus long d'existence que nos 400 quelques années, là. On a beau être de descendance anglaise, française, irlandaise, écossaise, allemande, peu importe. On est un jeune pays, là. Hein? On est un jeune pays, on est une jeune pousse. Et on n'a pas cette culture-là de l'espionnage. On n'a pas ce sentiment d'alerte-là pour l'espionnage. On est une terre d'accueil. On est des gens de partage. Puis ça fait qu'on est moins alerte de ce côté-là. On est gentil. Oui. Il y en a qui n'aimeront pas ça. Oui. Il y en a qui n'aimeront pas ça. Il y a sûrement certains confrères qui vont nous écouter, là, qui n'aimeront pas ça entendre ça, mais notre culture, elle est gentille à la base. Nous, on travaille, on connaît ce monde-là. On le sait que c'est un monde de méchants, c'est un monde d'agresseurs. Je discrimine personne. Là. Ça, c'est ce que j'appelle undiscriminated justice. Là. L'agresseur dans le web, peu importe d'où il vient, c'est un agresseur fin du dossier. Mais là, si on parle de notre culture, on est peut-être moins alerte là-dessus. Là. C'est peut-être pour ça qu'on est plus lent à adopter certaines mécaniques, certains mécanismes, certaines technologies pour bien se protéger, justement. Là. Oui, ça c'est intéressant. Moi, oui, effectivement, ce laxisme-là, je ne sais pas à quel point ils ont la Chine ou la Russie, parce qu'on les prend souvent en exemple, puis j'ai aucune idée comment eux sont réellement organisés. Disons, mettons qu'ils ont un problème, puis qu'ils doivent faire. Est-ce qu'ils décident de tout scraper puis recommencer, comme on devrait faire, ultimement, nous-mêmes en Occident, ou sont aussi joviales? Patenteux, gosseux. Dis non, ce bout-là marche pas, on va patcher par-dessus. Oui, puis laisse les choses s'en aller tranquillement comme on voit là. Parce que, tu sais, puis ça crée beaucoup d'émoi. Puis, tu sais, c'est une réflexion. Autant toutes les compagnies les compagnies privées et publiques se sont fait avoir par des verres ou des choses à la Ryuk, Emotet et toute cette famille-là, qui devront réviser très sérieusement leur modèle d'opération sécurité, devront revoir comment ils modélisent les choses, et ainsi de suite. Fait que ça, c'est une chose. Puis, en général, la poussée du Zero Trust, c'est probablement l'angle ou la plus intéressante de ce côté-là, où des compagnies qui ont connu des problèmes importants. Desjardins en est un de 2019 maintenant. C'est de la vieille nouvelle. Ont probablement profité de cette occasion-là pour pivoter énormément de choses et d'améliorer énormément leurs approches à la manipulation de l'information et comment ils ont dû réussir à se re-questionner, se remettre en question suite à cet événement-là qui est malheureux pour eux autres. J'aimerais ça pouvoir avoir plus de lumière, disons, sur les autres. Est-ce que la STM a profité de cette occasion-là pour pivoter, pour améliorer puis se remettre en question, ou ils ont juste continué à remettre plus la même technologie, mettre plus de firewall pour régler le problème, quand dans le fond, on n'est plus tout à fait rendu là. Est-ce que toutes les compagnies ont pu évoluer face à ce genre de choses-là? Puis, le cas de SolarWinds, l'élément le plus épatant de ça, c'est que c'est un cas vraiment que le Zero Trust aurait probablement réussi à ralentir plus. Puis là, c'est là vraiment qu'on va devoir changer des modèles de confiance implicite, quand ça devienne de confiance explicite, qu'on devra la déclarer. Un peu comme tu dis, en d'autres mots. Ouais, mais effectivement, c'est pas. C'est plate d'attendre que la catastrophe survienne pour se dire ce qu'on se disait de toute façon.
est-ce qu'on a le bon angle? Est-ce que notre approche, on a le bon angle pour notre approche? Est-ce qu'on investit assez? Est-ce que on peut-tu faire autrement? Le fameux autrement, innover, aller de l'avant, rehausser. Puis, je parle pas de partir en fou. Des fois, on veut maintenir les bases que nous avons et puis on veut mettre en avant de ces bases-là, ces fondations-là, divers éléments, diverses technologies. Il y a un moment donné, il faudrait revoir les bases aussi. Vous allez le voir de plus en plus, là, les nouveaux équipements de sécurité, tout ce qui va se trouver derrière, avec un certain degré de désuétude, probablement, et fort probablement, le degré de sécurité promis par l'appareil, l'API, la boîte, le logiciel, le service, pourrait ne pas fonctionner au même degré que tel qu'il est promis à cause de la technologie qui est en arrière. Ça devient un enjeu, ça aussi. Là, je suis en train de divaguer, mais la désuétude, j'en ai vu beaucoup, j'en ai vu partout. N'oubliez pas, j'étais un auditeur externe de carrière, j'ai fait toutes sortes de clients à Toronto, à Québec, à Calgary, à Montréal, un peu dans l'Est. Et puis, il y a de la désuétude, il y a des affaires legacy qu'on veut garder parce que ça marche. Je vous comprends. Oui, ça, je vous comprends tout à fait. Là. Puis c'est louable. Là. Mais à un moment donné, on veut s'exposer. Hein? On veut battre la compétition. On veut se dépasser, etc. Donc, on finit par s'exposer. Puis on finit par fabriquer toutes sortes de choses qui devient transactionnel avec certains éléments exposés, des équipements de sécurité. Mais la fondation en arrière pourrait ne pas bien réagir jusqu'à un certain degré, puis se faire casser. Fait que des fois, il faut repenser le fond, mais au complet. Ah, tout à fait. Je ne suis pas plus d'accord avec toi. Puis, je ne dis pas de le faire à chaque fois, mais d'au moins se challenger puis de se la poser la question. Puis faire une analyse de risque, puis une analyse coût-bénéfice à un moment donné. Hein? C'est quoi le marché? Coût, bénéfice, le temps pour y arriver, quand est-ce qu'on a notre ROI, c'est quoi le prochain step? Oui. Mais puis c'est ça, puis là, tous les gens qui veulent économiser parce qu'ils ne veulent pas mettre la sécurité justement sur les systèmes legacy, puis ça, c'est les systèmes patrimoniaux. Ça devient problématique parce que ce qu'on appelle la dette technologique, elle te suit. Puis maintenant, les malveillants le savent, ils l'utilisent. Et surtout les malveillants là, avec plus de moyens, qui sont souvent des étatiques, mais tranquillement, ça bascule vers le crime organisé tôt ou tard, puis ces connaissances-là se démocratisent. Donc, c'est sûr qu'il faut faire excessivement attention. Puis tous les raccourcis qu'on prend viennent finir par nous mordre les mollets. C'est inévitable. Puis on est rendu à une époque de cette nature-là où on ne peut plus faire quelque chose, ça slide, on ne peut plus faire quelque chose. Il nous faut des vrais plans avec des vraies réflexions, avec des vraies choses. C'est comme construire un pont. On ne penserait plus faire un pont rapidement, comme ça slide. Ah, moi, je vais faire un pont. Non. Un pont, ça se fait avec des normes, ça se fait des choses bien connues, avec des analyses, avec de la capacité, avec de la tolérance, avec justement tolérance aux avaries, à la météo, à tout ce qui se passe. Donc, on peut plus faire ça. Là. Fait que ça finit par nous mordre de vouloir prendre ces raccourcis-là. Puis ceux qui finalement vont devenir plus compétitifs, c'est ceux qui vont vont investir en sécurité au bon moment. Puis ils se sont pas fait ou en tout cas, quand ils se sont fait pincer, ils ont été capables de réagir rapidement. Là. Ça aussi, c'est quelque chose de souhaitable pour les entreprises d'apprendre à détecter puis réagir avec une très grande diligence. Ça fait toute la différence pour la quantité d'incidents que j'ai gérés. Là, c'est les premières heures qui sont cruciales. Si on bouge vite, on est capable d'atténuer de façon substantielle l'incident. Puis sinon, on se retrouve avec des cas qui deviennent plus médiatisés, malheureusement. À ce sens-là. Puis ça arrive un peu, puis pour en faire un peu du pouce sur ce que tu mentionnes, puis là, on parle peut-être de sensibilisation.
Comme on est dans une année de fake news, de désinformation, d'étalement public, de comment c'est compliqué des fois d'expliquer aux gens la science ou d'expliquer des choses aux gens parce que on l'explique pas bien, on ne prend pas les bonnes façons de leur expliquer, ce qui va généralement les braquer. Puis en sécurité, c'est un énorme problème parce qu'on a toujours, bon, en tout cas, moi j'ai toujours eu de difficultés à faire passer mon message. C'est moins pire maintenant. Tu sais, quand le gars s'est fait battre, c'est plus facile de faire dire oui, c'est important la sécurité. Il va encaisser puis il va être d'accord avec toi. Mais avant qu'il reçoive un bon coup dans les mollets, des fois, il y a un peu plus de misère à adhérer à l'idée de la sécurité. Fait qu'on a de la misère autant au niveau de la gestion, de les convaincre de l'importance, fait que la sensibilisation de la gestion, puis des utilisateurs. Puis ça aussi, là, on l'a vu à bien des égards. Il y a tout l'élément politique américain nous a clairement mis en lumière que tu as une strate, puis là, tout parti confondu, de gens qui vont appuyer leur perception des choses sur des choses qui deviennent immuables. Puis si on essaie de les convaincre autrement, ça va malheureusement les solidifier dans leur position. Puis on ne sera pas capable de les amener à voir et peut-être jongler avec une idée nouvelle ou les aider à aller vers d'autres choses. Fait qu'en sécurité, c'est la même chose. Puis on a vu un peu, là, j'ai une nouvelle intéressante aussi par rapport à ça, que GoDaddy en fin d'année qui a fait les médias pour une campagne de phishing. Puis moi, je l'ai trouvé très drôle. Toi aussi d'ailleurs, Vincent, ce que tu m'as dit en pré-show. Oui. Mais cela étant dit, puis pour moi, elle est normale. La seule chose dans cette campagne-là, puis j'ai pas le fin détail parce que je ne travaille pas chez GoDaddy, mais c'est de savoir s'il ne faut pas faire du shaming, c'est-à-dire qu'il ne faut pas mettre en exemple les gens qui ont échoué, il faut les amener à cheminer. C'est peut-être là où beaucoup d'experts en sécurité ratent un peu leur coup en voulant faire des exemples ou en voulant amener une certaine forme de rectitude. C'est mal ce que tu as fait, tu n'aurais pas dû cliquer sur le lien. Non, c'est pas ça. Les gens sont ce qu'ils sont des humains, des fois, ils sont fatigués, sont attirés par des choses, fait qu'ils peuvent se faire avoir par un certain nombre de signaux qui leur parlent davantage. Puis là, toutes personnes confondues, on peut tous tomber dans le piège. Je veux dire, on peut tous. C'est sûr que des fois, des fois, j'ai toujours le cas de la madame qui a cliqué 8 fois sur le même courriel infecté puis qui s'est réinfecté 8 fois. Ça, bon, il y a comme un échec de sensibilisation face à cette personne-là où on n'a pas été capable de lui expliquer la bonne chose pour qu'elle comprenne. Fait que tant que moi, la faute n'est pas sur la personne qui a cliqué, mais la faute sur la personne qui n'a pas été capable de lui expliquer puis d'aider la personne à cheminer et d'avancer dans ce côté-là. Fait que je suis pas très du côté shaming, je suis plus du côté mettre dans les souliers de la pauvre personne qui s'est fait avoir. Effectivement. C'est donc, je me souviens plus dans je m'en souviens. Je m'en souviens. Quand c'était pas un podcast, c'était mon petit party virtuel de départ là, quand j'ai quitté Beneva. On s'est mis à discuter de choses et d'autres et puis on voulait pas parler de sécurité, on voulait juste se parler entre boys. Oui, on était juste une équipe de gars là-bas. Il y a juste une dame dans l'équipe de sécurité. Mais on voulait faire juste une petite discussion, puis ça a dévié. Tu as parlé de sensibilisation, et puis j'ai fait des propositions. Ce qui marche bien ces temps-ci, puis pour tout le monde, by the way, là, c'est l'apprentissage par le jeu. Ce qui manque dans les grandes compagnies confondues, là. Puis là, je mentionne pas tout le monde parce qu'il y en a qui réussissent très bien à faire passer le message. Vous savez, on est en télétravail, on a des rencontres, on est surbooké, on finit la journée fatigué. Écoutez, là, Christ, on écoute la TV, là. En plus de nos petites émissions qu'on veut écouter le soir ou les nouvelles, là, c'est rendu qu'on est 14-15 heures devant la TV à tous les jours, là. Ça, c'est pas normal, là. C'est très, très fatigant. Puis, si on était en milieu de travail, ça se passerait autrement. Fait que, en tout cas, c'était ma petite montée de lait sur le télétravail. En fait, les vidéoconférences, mais bon. Non, le jeu, écoutez, on est déjà en télétravail.
On s'écoute parler à la TV à longueur de journée, puis on nous pitch des formations où on écoute un clown parler pendant une demi-heure avec 2-3 petites questions à tous les 10 minutes pour être sûr qu'on est bien à l'écoute, pour avoir la petite note de passage. Y a-t-il quoi de plus plate que ça? Vous faites ça quand? Vous faites ça pendant que vous mangez votre sandwich, à la place de vous détendre, de vous reposer, d'aller prendre une marche, n'importe quoi. Vous êtes pogné à faire ça à ce moment-là, puis c'est plate. Ce qui manque, c'est l'angle du jeu. Donner des petits pointages, offrir peut-être même des visions sur des statistiques totalement anonymes. Votre secteur, ben là, si vous êtes si dans votre secteur, vous êtes 3, peut-être pas, là, mais peut-être votre vice-présidence, votre direction principale, peu importe, pour démontrer. Ça démontre votre progression. Puis de ne pas dire sensibilisation au courriel 2 fois par année, on en fait 2, on les roule sur 3 ans, puis on part avec ça. Non. Apprenez à innover. En tout cas, moi, c'est la recommandation que je fais. Je pense que le jeu devient plus intéressant, c'est plus interactif. Puis proposez même de le faire en équipe une fois de temps en temps. Des fois, 2-3 cerveaux qui se challengent pendant le jeu de formation à la sensibilisation. Ça peut même amener les gens plus assis sur des fausses idées, comme tu disais tantôt, des fake news, ou une idée qui n'est pas concevable, peut-être à se re-questionner. En fait, à avoir l'ouverture d'esprit en équipe et par le jeu, en fait, d'ouvrir son esprit avec l'angle du jeu et en équipe pour cheminer, etc. Fait que c'était ma recommandation au niveau des formations. C'est un sujet qui est complexe. Puis apprenez pas aux gens qui se sont fait chiffrer le données, rançon logicialisé, etc. Non. Apprenez-les juste à éviter que ça arrive. Ils veulent pas savoir c'est quoi cette définition-là, puis pourquoi ça se fait. Puis apprenez-la, c'est leur donner les outils, puis les réflexes pour justement éviter qu'ils se ramassent dans le trouble. Qui vous ramassent dans le trouble, là, s'il y a des employeurs qui nous écoutent. Là. Aussi, oui. Ben, tout à fait. Ben, c'est ça, c'est d'amener à faire comprendre aux gens. Puis tu as tout à fait raison en disant qu'il ne faut pas parler des moyens technologiques puis tout ce qui arrive. Puis c'est sûr que les gens s'en foutent. Puis ça revient toujours à l'élément très de base. C'est quand j'appuie sur le bouton dans mon auto, je suis content qu'elle parte. Je veux pas savoir que l'ordinateur de bord calcule les choses dans les pistons, que l'essence est mise à tel volume, puis que tout ça, quand j'appuie, je veux que ça marche. J'aime ça. Quand j'ouvre la télé, la même chose. Je veux pas commencer à reprogrammer ma télé. À chaque fois que je l'ouvre, je veux pas savoir pourquoi elle fait ça. Je veux écouter la télé. Je veux que ça marche. Puis dire OK, bon, j'en connais plus. La réalité, c'est pas tout à fait vrai, là, ce que je dis, mais tu sais, les habitants de ma maison, quand la télé arrête de marcher, alors ils s'en foutent là, que ça soit à cause que l'Internet a machin, puis qu'il est arrivé quelque chose sur le Wi-Fi. Ils veulent juste que ça marche. Oui, c'est vrai, hein? c'est tout. Puis j'imagine les habitants chez vous doivent être pas mal pareil. Puis quand l'Internet marche pas, là, j'ai des gros yeux, puis je me fais bouder, puis là, je veux que ça grogne, et ben, donc, bref, ça revient à ça. Fait qu'il faut amener les gens à minimalement prendre des comportements ou à aider, parce que j'aime beaucoup l'approche behavior économique. Toi, tu parlais de la gamification. Oui. J'aime beaucoup l'approche behavior économique, c'est-à-dire de mettre des choses, des systèmes en place pour aider les gens à prendre une bonne décision. On le voit dans les courriels, par exemple, ils mettent une bannière disant le courriel vient de l'externe pour aider les gens à prendre une bonne décision. Fait donner des outils aussi aux gens pour favoriser la prise de décision, parce que c'est pas évident, même pour les gens en TI, il y a certaines façons de faire du phishing qui est assez intense que j'ai vu en action. Puis même les super kings là, qui diraient qu'ils ne se feraient jamais prendre vont se faire avoir. Là. C'est super intense. Donc, de se mettre des mécanismes qui aident à détecter. Là, je pense que tu en as vu chez ton employeur. J'en ai chez mes clients aussi qui utilisent différents niveaux de mécanismes qui aident la décision. Puis la technologie aussi est un élément aidant là-dedans. Oui, moi, je pense qu'on est rendu là. Puis, même plus que ça, peut-être aussi, tu parles de mécanique behavior, là.
il y a beaucoup de compagnies qui s'intéressent à l'intelligence artificielle. Ça peut devenir un certain atout aussi. Puis je ne parle pas dans les mécaniques de sécurité, parce qu'ils sont très bons dans les mécaniques de sécurité. Lorsque le professeur qui les a programmés connaît son sujet, puis sait comment le programmer, justement. Parce que sinon, votre intelligence artificielle va être aussi faible que votre maillon faible dans votre maturité en matière de sécurité. Mais si on parle de sensibilisation, il y a des compagnies, qui ne font que ça, puis qui sont très bons là-dedans. Faites appel à eux autres. Ils vont vous faire des propositions, des suggestions. Moi, je vous dis, vous ne le regretterez pas. Ou 2, ça va être peut-être l'utilisation éventuelle de l'intelligence artificielle pour justement, comme Nicolas le disait, la détection des comportements dans le spectre normal et le spectre considéré anormal pour soulever des alertes. Là, on est plus en mode mauvais père de famille. Dans ce cas-là, il veut punir. Je trouve pas que c'est la bonne approche. Moi, je préfère l'approche, comme tu l'as dit, élever les gens à avoir un comportement justement sécuritaire. Parce que puis c'est pas juste utile au bureau, c'est utile tout le temps. Vous le faites chez vous, là. Vous achetez sur Amazon, là. Il y en a qui achètent sur Wish. Vous êtes braves. Vous êtes brave. Oui, j'abonde dans ce sens-là. Il faut être très brave pour acheter sur Wish. Mais c'est le même genre de comportement. Vous allez développer tout simplement, les gens autour de vous vont développer certains automatismes. Ça va même vous donner des trucs. Pour ceux qui ont des enfants, à amener justement cette matière éducative. Nos enfants vont être plongés là-dedans mur à mur. Ils le sont déjà. Fait que ça va vous donner des trucs aussi pour faire de la sensibilisation, mais en bas âge, pour développer, je ne dirais pas des réflexes, là, parce qu'un réflexe, c'est un mouvement qu'on fait de façon naturelle, sans y penser, etc. Je vais plus parler d'un automatisme. On va développer des automatismes qui vont définir justement notre comportement sécuritaire ou moins sécuritaire dans certaines situations. Oui, c'est intéressant que tu amènes les enfants parce qu'effectivement, avec la hausse de la télé-école, que les enfants sont maintenant plus à la maison pour étudier, maintenant s'utilisent plus les moyens qui malheureusement sont comme au travail, là, ils subissent les mêmes malheurs qu'on subit comme travailleurs ou télétravailleurs, c'est-à-dire de la visio à longueur de journée. Comme ils n'utilisent plus ces outils-là, les enseignants qui sont en général mal informés de ce côté-là, parce que ils n'ont pas été conseillés adéquatement, ils n'ont pas été encadrés adéquatement pour les aider à comprendre. Il y a déjà des cas moi j'ai vu des horreurs de choses dans lesquelles j'ai dû intervenir pour justement faire comprendre aux professeurs que les questions qu'ils demandaient de répondre dans un Google Sheet qui est public, c'était juste non, ce genre de choses-là, on ne fait pas ça parce que c'est mal. C'est pas la bonne approche pour arriver à ce genre de choses-là. Fait on voit qu'il y a déjà beaucoup de gens qui, dans notre entourage, n'ont pas cet éveil-là. Si on peut au moins amener nos enfants à avoir ce réflexe-là de se demander, est-ce que c'est normal de mettre mon numéro de téléphone et mon adresse et le nom de mes parents dans un chiffrier de Google Sheet, dans ce cas-ci, qui n'est pas protégé par mot de passe, qui est accessible par tout le monde qui a accès au URL? Est-ce que cette situation-là, puis là, juste de se poser la question, puis ensuite de voir, puis dans le fond, c'est juste de se poser la question. D'aider les enfants à se poser les bonnes questions. Puis d'avoir, quand on pose la bonne question, on est capable d'évaluer si ça fait du sens ou pas. Parce que des fois, on fait des choses par réflexe, pour reprendre ce que tu dis. Mais dans ce cas-ci, on les fait par réflexe parce qu'on n'y pense pas. Puis des fois, on a des mauvais réflexes. Puis si on pose la bonne question, puis si notre entourage, dans ce cas nos enfants, tout ça, posent des bonnes questions qui nous aident à peut-être avoir adopté un meilleur comportement ou à remettre en question certaines façons de faire qu'on a. Là. C'est sûr que moi, les façons de faire que je faisais il y a 20 ans, je ferais plus ça maintenant. J'ai appris. J'ai fait des erreurs. Ouais. Puis étant donné qu'on le sait, on veut aussi que nos enfants en fassent quelques erreurs. Mais s'il y a des éléments flagrants où on peut les éduquer à éviter d'en faire ou à diminuer, en fait, à réduire le risque qu'ils en fassent, ça prend le bon médium, ça prend le bon angle
on éduque et puis on teste si ça fonctionne, tout simplement. Ouais, ben c'est ça. C'est sûr qu'il faut qu'ils fassent des erreurs, mais il faut juste limiter les dommages que ces erreurs-là vont faire. Il faut pas qu'ils... C'est sûr que ils vont apprendre en justement faisant des erreurs, mais s'ils se font trop mal, ça sert à rien. Il faut juste faire suffisamment mal pour que la leçon elle rentre, mais pas trop pour que leur vie soit détruite. Là. Dire, il y a tellement de cas à l'heure actuelle de jeunes qui se font intimider entre eux autres, il y a tellement de mauvais comportements ou de mauvaises pratiques, même entre eux autres, qui seraient peut-être plus intéressantes à discuter autrement, aborder autrement au niveau des TI. Là. Puis j'avais lu, puis j'ai un flash, puis on va clore sur ça. Il y avait plusieurs années, j'avais vu un article qui parlait justement que les jeunes couples de chez les adolescents, un ou l'autre des partenaires demandait à l'autre son mot de passe pour accéder à ses médias sociaux et à ses comptes. Ce qui est une drôle de manœuvre, puisqu'on vient faire une intrusion assez importante, puisque notre mot de passe, c'est comme notre jardin secret finalement, c'est comme ce qui se passe dans notre tête. Ce qui se passe dans notre tête, quoi qu'on en dise, on veut pas partager ce qui se passe dans notre tête. Là. Moi, je connais pas personne qui aimerait ça qu'on partager sur le contenu de ses pensées, de ce qui se passe dans sa tête. Donc, tous les accès à nos systèmes, à nos comptes, à ces choses-là, sont une représentation un peu de qui on est. Puis des fois, on a écrit un courriel qu'on n'a jamais envoyé, qui contenait des propos peut-être un peu mal placés face à une personne à laquelle on était très fâché. Puis on n'a pas effacé le brouillon, puis il est resté là. Fait que cela est juste une expression momentanée d'un état d'âme et que faire sortir la pression. Puis ça l'a ce que ça l'a, c'est-à-dire c'est passé, c'est fini, c'est sorti. Ça n'a plus de valeur. Puis si quelqu'un vient le lire, ben là, ça va créer une histoire sans fin de drame et d'éléments qui est un peu désagréable. Changez vos mots de passe. Ouais, changez vos mots de passe. Tout ça pour dire changer vos mots de passe. Moi, j'ai commencé à éduquer ma grande à utiliser LastPass, justement, pour storer les mots de passe, puis faire une campagne de changement de mot de passe automatisé. Je pense que son école l'a désactivé. Il n'était pas trop d'accord avec ça. Pour moi, il était un petit peu dépassé par l'utilisation de LastPass. Écoute, pour une raison que j'ignore, là, parce que les autres sont sur la suite Google. Donc, c'est tout simplement pour les autres sites sur lesquels ma fille pourrait s'inscrire là, pour assurer justement la liberté de l'entretien de son jardin secret. Mais j'ai plutôt l'impression que la démarche à l'école est moins mature encore. Ça doit être la réutilisation du mot de passe, le contrôle par l'école, etc., avec les partenaires avec qui ils font affaire. Là. Mais bon, je m'en mêlerai pas. Ça me fascine un peu. Oui, je vais quand même émettre une opinion, parce que, tu sais, pour être un administrateur de TI pendant plusieurs années, comme tu as été toi aussi, les administrateurs de TI disposent toujours de moyens, sans avoir besoin du mot de passe de l'utilisateur, parce que c'est de l'enfant, pour faire des choses. Les systèmes sont pensés comme ça, quand ils sont pensés pour l'entreprise ou pour l'école, j'imagine, ça va être sensiblement la même chose. Donc, ça serait très, très étonnant. C'est tout ça très particulier. J'ai plaidé comme toi, probablement un manque de connaissance de ce que ça comporte comme situation. De toute façon, j'en ai vu, là. Je mentionnais précédemment des Google Sheets avec des informations sensibles qui étaient partagées avec tous les parents, puis avec les choses, puis pas protégées par mot de passe, puis par rien. Donc, peut-être un manque de conscience des effets de ces technologies-là. Que juste l'effet du plaisir d'utilisation a dépassé toute réflexion supplémentaire des conséquences de la dite utilisation de cet outil-là. Mais bon. Moi aussi, j'essaie de sensibiliser mes jeunes à un sain comportement en ligne, dont le changement des mots de passe. Et ça pue. Puis là, dans chaque début d'année, dans le fond, c'est aussi le temps de changer votre mot de passe. C'est le temps de faire le tour de vos systèmes, de voir les choses. Tu vois, moi, j'utilise OnePassword, puis lui, il va m'indiquer les sites qui ont fuité.
Fait qu'ils vont m'inciter même à aller changer plus rapidement mon mot de passe sur des sites qui ont fuité, par exemple. Fait que c'est des outils qui facilitent ou qui viennent plus à la pièce, changer les différents éléments, mais il reste que c'est ça. Il faut changer nos mots de passe, on est prêt avec. Même si tout le monde aimerait s'en débarrasser, on en a encore pour, je pense, très longtemps, des mots de passe. Ouf, oui. Qu'on le veuille ou qu'on le veuille pas. Là. Ouais, avant qu'on ait une autorité centralisée, quelconque, peu importe le modèle, oui, ça va être long. En fait, ça se peut pas. Pas dans un État libéral dans lequel on est, là. Démocratiquement libéral, ouvert d'esprit, peu importe, là. Dans un État peut-être plus dictateur, contrôlant, l'idée de l'identité numérique rassemblée à un seul et même endroit là, pour l'ensemble des sites et des services qu'on utilise. Là, vous me voyez venir, là. On va parler de toutes sortes de films qui ont fait là-dessus, où notre empreinte humaine et biologique et numérique est à un seul même endroit, opéré par un grand méchant qui veut tout contrôler. On n'est pas ce genre de pays-là, fait que vous allez devoir utiliser des mots de passe pendant encore très longtemps. Ouais, puis c'est ça, on a un paquet de choses, fait qu'il faut changer. Puis pour 2021, ben on est encore pris, là, ce qui s'est passé 2020, ça va juste s'accélérer. Fait qu'on va avoir encore en 2021 une faille catastrophique, la plus grande jamais ever, qu'on n'a jamais vue, qui va être la fin du monde. Fait qu'on va en avoir une autre. Fait qu'attachez votre sucre. C'est sûr, ça va arriver au courant de 2021, on va en avoir une autre, qui va monter encore le niveau d'un cran sur comment nos systèmes, finalement, ont été montés dans les années 80, puis on est encore avec nos vieilles façons plus haut de monter nos systèmes. Donc, on va devoir vivre avec les effets de ça si on ne prend pas les mesures en place pour vraiment tasser les morceaux qui sont maintenant qu'on pourrait considérer désuets et faire d'autres choses. Moi, ça compléterait ma grande pensée pour cette affaire. C'est bon. Écoute, je vais conclure sur la même note que toi. J'ai rien à rajouter. Effectivement, je me croise les doigts. La plus grande fuite de données qui a jamais existé au monde qui va survenir en 2021, mais j'espère que ça va être tard dans l'année. Moi, c'est tout ce que je souhaite. J'espère que ça ne sera pas chez un de mes clients. Ouais. Pour pas avoir le travail qui est associé à la gestion de l'incident. Là. Non, puis j'espère que ça ne sera pas chez un de mes fournisseurs. Là, quand je parle de fournisseur, je ne parle pas de mon fournisseur de mon employeur, là, un de mes fournisseurs à moi, là. Que ce soit ma banque, que ce soit ma compagnie, mes assurances, etc., etc. Ben, pas un Vidéotron qui a fuité dernièrement. T'es pas chez Vidéotron? Oui. Voilà, bienvenue dans 2021. Oui, mais il n'était pas supposé communiquer avec les clients qui ont potentiellement vu leurs données être exposées? Ah, j'ai aucune idée. Tu sais, à la limite, pour moi, c'est quasiment rendu du fait divers, les compagnies qui se font avoir comme ça. Tu sais, j'y vois même plus. J'ai un intérêt assez moyen à ça. Essayer de les shamer sur la place publique, pour moi, n'est pas une stratégie qui n'a jamais démontré que ça a fonctionné. Faut juste mettre de la pression sur le législateur ou en tant que client, voter avec mon argent. Puis c'est la seule chose qui, je crois, fonctionne de façon universelle. Fait que, rendu là, ça. Mais tu vois, moi, en 2019, un de mes grands fournisseurs est tombé à terre. Là. Il a mis un genou à terre. Là. Ça n'a pas été un moment d'un grand bonheur. Là. Fait que j'ai maintenant Equifax. Bon. Mais tu sais, c'est ça. Puis d'autres choses, 2021, si vous n'avez pas Equifax, ayez Equifax ou un équivalent ou tu sais, whatever, là, TransUnion. Mettez une surveillance de crédit là, parce que maintenant, on n'a comme plus le choix. Là. Je reçois une alerte systématiquement maintenant. Fait que tu sais, quoi qu'on en dise, c'est la base. Là. C'est encore drôle que on n'est pas une entité ici au Québec, ou même que nos banques offrent pas ce service-là. Nos banques qui nous connaissent, nos banques qui veulent nous garder, hein? Ils veulent nous garder, puis à un moment donné, ils emploient des stratégies
complètement à l'opposé du fait qu'on voudrait rester avec eux autres. Ils prennent des fois des décisions d'affaires qui sont complètement folles, là, je vais vous dire des fois. Là. Mais je suis encore surpris que nos banques, nos compagnies d'assurance offrent pas ce service-là. Ou qu'il n'y ait pas quelqu'un qui a levé la main en disant « Hey, pourquoi qu'on n'aurait pas un service national, justement, de surveillance de crédit? Pourquoi qu'on ferait faire de l'argent à un autre pays? » Une autre compagnie, tant qu'à ça, les banques offrent déjà le service d'identité numérique pour le fédéral. Pour certains services fédéraux, on peut avoir l'identité numérique qui sont par en arrière, il faut faire par les banques. Je veux dire, en quoi ça, en tout cas, c'est un long débat. C'est pas la plateforme pour faire ça, on n'embarquera pas là-dedans. Non. Parce qu'on va déchirer notre chemise. Mais bon. Puis, de toute façon, on va pas mal conclure là-dessus. On va souhaiter que 2021, que ça soit la catastrophe n'arrive pas trop dans notre cours. Parce que la catastrophe est inévitable, mais on a eu une catastrophe 2020, fait que puis on est quand même sorti vivant, fait qu'on va sortir des catastrophes de 2021 aussi vivants qu'on a sorti de 2020 ou de 2019 et toutes les catastrophes précédentes, là, les fameux Pearl Harbor numériques, là, qu'on n'a jamais été vraiment à ce stade-là. Et en espérant que ça aide nos dirigeants, surtout au niveau politique, de prendre les bonnes décisions puis de renforcer nos systèmes critiques comme l'électricité, comme les télécommunications, comme ces éléments-là, puis les protéger adéquatement pour pas que des problèmes plus imposants se présentent et justement viennent atteindre à la qualité de notre vie ou en tout cas à la sécurité de nos vies. Là. Moi, je dirais plus à la sécurité de nos vies. Là. Tu parles de deux services qui sont des piliers, des fondations nationales, là, qui sont très importantes. Mais bon. Fait que moi aussi, je souhaite que ça arrive. Je préférerais que ça arrive dans le cours d'un de nos voisins. Là, je parle pas de notre voisin immédiat. C'est pour ça que j'ai dit un de nos voisins. Je discrimine personne. Là. Parce que quand ça arrive avec notre voisin immédiat, des fois, la petite étincelle peut déborder de notre bord. Puis, pouf, le dommage est fait de notre bord aussi. Oui, tout à fait. Fait que sur ça, moi, je vous souhaite un bon 2021. Profitez de la sécurité, essayez de dormir de temps en temps, parce que je pense qu'il y en a beaucoup qui n'ont pas dormi en 2020. Donc, reposez-vous, évitez le burn-out. Il va y avoir d'autres problèmes. Soyez pas trop cyniques. Il va y en avoir des problèmes. Fait que, puis, on a une garantie, en ce sens-là, une garantie d'emploi quasi éternelle. Fait que sur ça. Sur ça, moi aussi, bonne année et puis amusez-vous bien. Puis gelez vos agendas une fois de temps en temps pour pas pour vous reposer, mais pour éviter d'écouter la TV à longueur de journée. Là. Ça nous prend des plages pour travailler puis pour aller faire notre café là aussi. Décrocher. Oui. C'est important. Hey. Salut! Salut!